bonsoir. Le simple fait de vous dire bonsoir librement devant une caméra, ici en Birmanie, il y a encore quelques mois, c'était tout simplement impossible. La Birmanie est en train de s'ouvrir après 50 ans de dictature militaire. Liberté d'opinion, réformes économiques, pluralisme politique. Cette transition vers la démocratie, elle est prometteuse, mais elle reste fragile. Nous en avons rencontré les principaux acteurs. Aung San Suu Kyi, longtemps l'icône de l'opposition. Thein Sein, Premier ministre général sous la dictature. Il est aujourd'hui un président civil surnommé le Gorbatchev birman et pour la première fois, il répond à une chaîne de télévision française. Alors, où va ce pays magnifique? Cette marche vers la démocratie est-elle inéluctable? Birmanie, la promesse de l'aube. Voici le 39e numéro d'Un œil sur la planète. Ce qui est important, c'est de regarder la planète, de la regarder bien. Ce qui frappe le plus en arrivant ici, ce sont tous ces sourires, cette gentillesse, cette joie de vivre d'une population qui a longtemps vécu dans la peur. Ils flottent sur ces marchés comme un parfum de liberté. Et les premiers à en profiter, vous allez le voir, ce sont les artistes si longtemps muselés. Le reportage est signé Thomas Dandois et Sophie Ancel. Ça ne ressemble pas vraiment à l'image qu'on a de la Birmanie. Mais des concerts comme celui-ci sont monnaie courante. Ce soir, c'est Phiu Phiu Choten qui a déplacé les foules. Avec ses costumes excentriques et sa voix de diva, on la surnomme la Lady Gaga birmane. C'est l'artiste la plus populaire du pays. Pendant toute sa carrière, elle a dû composer avec la dictature. Aujourd'hui, elle peut donner libre cours à son inspiration. Aujourd'hui, je peux utiliser les mots que je veux. Je peux parler à mes fans sans détour et dire ma vérité. Je n'ai plus besoin de me restreindre et de choisir mes mots. Phiu Phiu Choten mène une vie bien rangée. À 31 ans, elle habite toujours chez sa mère et sa sœur conçoit tous ses costumes de scène. Mon superbe masque. Des masques et des robes de contes de fées. Un univers a priori inoffensif. Et pourtant, comme beaucoup d'artistes, elle a subi la censure et la paranoïa des militaires. Avant, je portais ce masque et une robe en plume de paon. Je ne pouvais pas les porter quand je passais à la télévision ou dans les journaux. C'était censuré. En fait, le paon est aussi un symbole politique. C'est l'emblème du parti d'Aung San Suu Kyi. Il y a un paon sur leur drapeau. Ce masque-ci, là, c'est celui qui était censuré. Aujourd'hui, chacun est libre de porter à peu près tout ce qu'il veut. Un vent nouveau souffle sur la Birmanie. L'art est descendu dans la rue. Le peuple s'exprime enfin sur les murs, dans la mode et le prêt-à-porter. À première vue, tout est possible, même de faire de la politique sur des t-shirts. Dan travaille dans la mode. Il nous emmène dans un centre commercial très fréquenté par les jeunes de Rangoon pour nous montrer les dernières tendances. Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment? Les messages sont souvent provocants, avec parfois même de sérieux dérapages. Certains clients viennent spécialement pour ça. Ce genre de modèle se vend très bien. Dès qu'il y a de nouveaux designs nazis, tout se vend.
Étonnamment, la plupart des Birmans ne réaliseraient pas la portée de ce symbole. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Même s'ils admirent certains aspects du nazisme, c'est d'abord et avant tout de la provocation, un mouvement de rébellion contre l'autorité, un peu à l'image du mouvement punk. C'est une rébellion contre l'autorité. Et des punks, il y en a aussi en Birmanie. Ils sont environ 300. Au détour d'une rue de Rangoon, nous avons rencontré celui qui se fait appeler Einstein. Ancien étudiant en médecine, il a quitté la fac faute de moyens. Et aujourd'hui, il vit sa révolte jusqu'au bout des cheveux. J'appelle ça les pointes de la liberté. C'est comme ceux de la Statue de la Liberté aux États-Unis. Les pointes de la liberté. La rue birmane, un espace à conquérir pour Chu et ses copains. Ce sont des graffeurs qui jouent la nuit au chat et à la souris avec les policiers. Dans leur sac à dos, ils transportent des bombes de peinture et des pochoirs pour barioler les murs de Rangoon. C'est interdit. Il faut faire vite. Mais c'est un peu plus haut là. Voilà. Ce n'est pas très sûr par ici. L'armée n'est pas très loin. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche. Allez, allez, on emballe, on file. Chu vit dans les faubourgs de Rangoon. Il a transformé sa chambre en atelier. Ses équipements restent rudimentaires. En Birmanie, le street art en est encore à ses tout premiers balbutiements. Au début, je ne savais rien sur les graffitis. Je ne savais même pas qu'il fallait utiliser des sprays et des pochoirs. On peignait sur du papier, sur ce qu'on trouvait. Et maintenant, ces bombes de peinture sont nos armes. Ça, c'est l'image d'un gorille. Nous avons dessiné des cadenas sur sa bouche et une clé dans sa main. Il regarde bêtement la clé. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on nous donne la démocratie. Nous avons la clé, mais en même temps, on nous a mis des cadenas. Et on ne sait pas quoi faire. Cela fait des années que les artistes birmans militent pour la démocratie. Au départ dans la clandestinité, désormais au grand jour. Generation Wave est un collectif d'artistes qui milite depuis 2007. À son actif, du rap subversif et des vidéos choc qui circulaient encore récemment sous le manteau ou sur Internet. L'un des fondateurs de Generation Wave a connu un destin hors du commun. Un micro tatoué dans le dos. Voici Zayarto. Il a d'abord été l'un des rappeurs les plus célèbres de Birmanie avant de passer quelques années en prison. Aujourd'hui, il n'a pas renoncé à son combat. À peine libéré, il s'est lancé en politique et il a changé la casquette du rappeur contre la toque du député. On peut dire que le hip-hop m'a poussé à la politique. Cette musique est née lorsque les Afro-Américains ont commencé à exprimer leurs sentiments face à la discrimination. Même si je ne comprends pas leurs mots, à travers leur musique, je peux ressentir leurs émotions. À 32 ans, Zayarto est le plus jeune député à siéger à l'Assemblée nationale de Naypyidaw. Son histoire est tellement exceptionnelle qu'Aung San Suu Kyi en a fait son homme de confiance. À ses côtés, il est devenu une des grandes figures de la lutte pour la démocratie
et un exemple à suivre pour la jeunesse. Si les jeunes veulent s'impliquer en politique activement, s'ils veulent prendre des responsabilités avec leurs idées neuves, je pense que c'est bénéfique pour notre pays. Donc si les jeunes ont envie de s'engager en politique, je leur tends la main. Ironie de l'histoire, au Parlement, le rappeur contestataire côtoie désormais tous les jours les militaires, ses ennemis d'hier. Dans cette Birmanie en transition, les jeunes n'ont pas tous la politique chevillée au corps. Pour certains, l'art sert aussi à faire du business. C'est en tout cas ce que pense John Lwin. Il organise les plus belles soirées de Rangoon. Ce soir-là, il accueille des invités de marque, des ministres, des businessmen américains venus investir. Il a fait aussi venir les mannequins de son agence. Allez, briefing. Bon, vous n'allez jamais réussir si vous ne faites pas de progrès et que vous êtes toujours à la traîne. Il faut toujours vous dire comment vous coiffez. Il y a du mieux maintenant, mais avant, vous ressembliez à des putes. Et toi, tu rigoles pas. J'aime toujours pas ta coiffure. Avec l'ouverture économique, John Lwin espère bien faire des affaires en or dans son pays. La Birmanie évolue très vite. Quand le gouvernement a commencé à lâcher du lest, les choses ont changé. Moi, je pense que d'ici 3 à 5 ans, nous serons les meilleurs et les numéros 1 en Asie. Je trouve que les Birmans sont vraiment très malins. On sait tout de suite ce qu'il faut faire. John Lwin est persuadé que la future star asiatique viendra de Birmanie. Appelez-moi le petit jeune. Il pense d'ailleurs que la prochaine vedette sera ce garçon-là. Je veux qu'il se développe. Je lui demande de prendre des vitamines et de faire des pompes. Après, je vais lui faire prendre des cours de danse et de chant. Il dit qu'il veut réussir. John Lwin prétend avoir lancé la carrière de 90% des stars birmanes. Mais il a parfois bien du mal à les garder. Les Myanmar Girls ont lâché John Lwin l'année dernière. Avec leurs chansons engagées, elles appellent leurs compatriotes à faire comme elles, à s'émanciper. On mélange les styles. Notre chanson, elle dit quelque chose comme ça. Grandir comme n'importe quel jeune dans ce monde, c'est dur. On dit que c'est dur. Vous savez, la plupart des filles en Occident, elles sont pleines d'énergie et très sûres d'elles. Mais ici, elles sont timides et réservées. Alors dans le second couplet, on danse comme ça. On danse comme la femme birmane. Personne avant nous n'avait jamais fait ce genre de chanson qui mélange les genres. On fait quelque chose de différent. Dans leur dernier tube, elles invitent aussi la diaspora birmane à revenir au pays. On leur dit qu'on a besoin d'eux. On leur dit « Votre pays commence à se reconstruire. On a besoin que tous les Birmans rassemblent leur énergie, leur force, leur éducation et tout ça. On leur dit « On a besoin de vous, revenez au pays. » À l'image des Myanmar Girls, aujourd'hui, en Birmanie, la jeunesse se réveille. Avec la soif de créer et le besoin de briser enfin le carcan de 50 ans de dictature. C'est un événement extraordinaire qui se déroule ce jour-là dans les jardins d'un grand hôtel de Rangoon. Un événement qui, il y a encore quelques mois, aurait été purement et simplement interdit par la censure militaire. Le premier festival international du livre de Birmanie.
Des livres jugés subversifs par la dictature sont aujourd'hui en vente libre. Ceux de l'écrivain britannique George Orwell, qui séjourna 5 ans en Birmanie. Et puis les ouvrages qui racontent la vie d'Aung San Suu Kyi, l'icône de la résistance au pouvoir des militaires. Elle est aujourd'hui la marraine de ce premier festival. L'effervescence est à son comble. La dame, comme on l'appelle ici, a promis qu'elle honorerait de sa présence le premier jour du festival. Et la voici, Aung San Suu Kyi. Frêle silhouette dont chaque déplacement déclenche des mouvements de foule dignes des plus grandes rockstars. Et pour cause. Pour son pays, elle a tout sacrifié. 22 ans de sa vie passée en résidence surveillée parce qu'elle a osé s'opposer à la dictature. Prix Nobel de la paix en 1991, elle ne quittera pas son pays pour recevoir son prix de peur de ne pouvoir y revenir. C'est l'un de ses fils qui la représentera. Aujourd'hui libre, élue députée, c'est presque comme un chef d'État qu'elle reçoit la visite des grands de ce monde. Et elle ne s'en cache pas, c'est la présidence du pays qui est désormais son objectif. Alors, devant la foule enthousiaste réunie ce jour-là, elle délivre un message d'unité pour tout le peuple birman. J'ai toujours à l'esprit le fait que notre pays est le mélange de beaucoup de nationalités et d'ethnies différentes. Et donc nous avons vraiment besoin de chercher à respecter et à comprendre nos différences, plutôt que toujours chercher nos points communs. Ce genre d'endroit où l'on s'ouvre à d'autres cultures, d'autres littératures, nous aide à comprendre la force de la diversité, l'intérêt de la diversité. Cela nous aide à apprécier les différences ethniques et culturelles qui forment notre pays. Cela nous aidera à former l'union que nous désirons tous. On n'a jamais rien sans rien. Il faut travailler. Ce n'est donc pas uniquement une histoire de littérature. Je vous parle d'essayer, je vous parle d'effort, d'harmonie, de s'ouvrir à l'autre qui est différent de soi. Si ce festival de littérature pouvait juste nous apprendre cela, il rendrait un grand service à notre pays. Est-ce que ce chemin vers la démocratie est aujourd'hui irréversible? Rien n'est irréversible, mais nous travaillons tous pour que cela dure le plus longtemps possible. Aujourd'hui, la parole d'Aung San Suu Kyi est libre et elle est relayée par la presse birmane. La liberté de la presse est en train de devenir une réalité. Mais on n'efface pas comme ça, d'un simple trait de plume, 50 ans de dictature. Alors, est-ce vraiment la fin du bâillon? Reportage de Pierre Monégier et Dominique Marotet. Pendant des décennies, ce fut un fruit défendu. La presse birmane, bâillonnée, poursuivie, martyrisée, redevient l'une des plus dynamiques d'Asie. 40% de la population lit les journaux, un record pour un pays en développement. De nouvelles publications sont lancées chaque semaine, on en compte déjà près de 200. Les paraboles ont beau être interdites, elles fleurissent sur les toits et apportent des dizaines de chaînes internationales. Mais est-on vraiment passé de la censure à la liberté d'expression? La Birmanie a-t-elle franchi une marche décisive sur la voie de la démocratie? C'est ce que cherche à comprendre Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières. Dans son dernier classement, RSF plaçait la Birmanie au 169e rang mondial pour la liberté de la presse. On n'était jamais venu sur place parce que depuis 25 ans, Reporters sans frontières est sur une liste noire. Et on en a été retiré il y a seulement quelques semaines.
Et c'est pour ça qu'on a décidé de venir aussitôt sur place pour pouvoir évaluer, observer le travail qui a été fait et ce qu'il faut faire maintenant pour aider les journalistes birmans. Officiellement, le nouveau régime a aboli la censure et fait de la liberté de la presse un gage de sa transition démocratique. À peine arrivé, Christophe Deloire se rend dans les nouveaux locaux de la DVB, la Democratic Voice of Burma, qui fut pendant des années la voix de la dissidence. Ces journalistes émettaient depuis l'étranger. Ils sont de retour et viennent d'emménager en plein cœur de Rangoon. Et là, c'est la première session de formation pour les journalistes de la DVB qui est réalisée dans le pays, en Birmanie, et pas à Chiang Mai en Thaïlande ou à Oslo en Norvège. Sous la junte militaire, ces jeunes reporters étaient davantage militants que journalistes. Ce que j'attends de vous, c'est que vous vous concentriez sur votre reportage. Quelle est l'histoire que vous voulez raconter? En regardant vos anciens reportages, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on cherche à me dire? Moi, j'ai tout appris sur le tas. Maintenant, je voudrais maîtriser les bases du métier, devenir une vraie journaliste. Mon rêve, c'est d'être reporter de guerre, mais à l'étranger. À 27 ans, Lalawin est pourtant déjà une reporter aguerrie. Septembre 2007. Des milliers de Birmans crient leur colère et leur soif de changement. La répression est brutale. Le soulèvement, écrasé par l'armée, aurait pu s'éteindre dans l'indifférence s'il n'y avait eu une poignée d'hommes et de femmes qui, face aux armes, brandirent de petites caméras pour témoigner et se faire l'écho de la révolution de Safran qui transforma la Birmanie. On les a surnommés les VJ, les vidéojournalistes birmans. Presque tous ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Lalawin faisait partie du groupe. Sa sentence, 27 ans de prison. Dans un revirement spectaculaire, tous ont été relâchés il y a quelques mois. Désormais, Lalawin est libre et elle n'a rien perdu de sa détermination. Moi, au départ, je ne suis pas journaliste professionnelle. Je suis maîtresse d'école. Mais quand j'ai vu ces manifestations, je me suis dit qu'on vivait un moment décisif, qu'il fallait immortaliser ça et le faire circuler par n'importe quel moyen. Alors j'ai pris une caméra. Je ne voulais pas faire de politique, juste transmettre des idées. On s'est battu pour sortir de prison. Maintenant, il faut qu'on se batte pour obtenir une vraie liberté de la presse. Quand Lalawin choisissait la dissidence, d'autres tentaient une forme de résistance. Le groupe Eleven est le seul grand média qui n'a jamais quitté la Birmanie. Radio, presse écrite, télévision, ces journalistes n'ont jamais cessé d'émettre. Ils ont accepté la censure, du moins en apparence. Car ils ont aussi rusé quand c'était possible, notamment lorsqu'Aung San Suu Kyi a été libérée. On n'avait pas le droit de publier cette info, alors on a eu cette idée dans la rubrique sport. On a fait ressortir certaines lettres en rouge et on peut lire « Suu est libre, unissez-vous et avançons pour reconquérir l'espoir ». Un message codé, mais compris de tous. Le journal fut suspendu pour son impertinence. Il est aujourd'hui récompensé. We were very proud to award the Eleven Group for our prize. Un prix et un chèque de 2500 €, comme un coup de pouce, face à un pouvoir qui n'a pas tout à fait desserré son étreinte sur les médias. Le bureau de la censure est toujours debout. C'est le colonel Mink Maung, au sourire débonnaire, qui en est le directeur. Il faudrait qu'on fasse des réparations. Derrière ces murs sévissaient ceux qu'on appelait les tortionnaires des mots. Ceux qui m'ont précédé et moi-même, nous n'avons fait que notre travail. Peut-être qu'il y a eu des gens que cela a rendu malheureux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les journalistes, les écrivains et nous ne sommes pas ennemis.
Nous sommes là pour travailler ensemble dans l'intérêt de la nation. La censure est officiellement abolie, mais le stylo rouge, toujours à portée de main. Ah oui, ça, c'est les stylos rouges qu'on utilisait pour censurer les passages interdits. Aujourd'hui, on s'en sert uniquement pour souligner ce qui est important dans nos documents. En réalité, une centaine de fonctionnaires zélés veillent toujours, épluchant chaque article, chaque livre après publication. Et ils ont encore toute autorité pour punir, même si les paramètres ont changé. Une photo comme ça, auparavant, c'était interdit dans les journaux. Mais, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est notre cover girl. Vous l'aimez bien? Ah oui, je l'aime bien. La censure avant publication obligeait les journalistes à soumettre leurs articles 3 jours à l'avance. Le récent changement devrait permettre l'émergence de quotidiens et non plus seulement d'hebdomadaires. Il faudra aussi que la presse birmane trouve son modèle économique et son indépendance politique, pour ne plus dépendre des subventions des ONG ou de l'opposition, ni des subsides du pouvoir. Une voix médiane, Mizima en birman, c'est justement le nom du journal que Sein Wind s'apprête à lancer. Il vient de rentrer à Rangoon après 12 ans d'exil à Bangkok, 12 ans sans voir ses parents. Il pouvait entendre ma voix à la radio parce que j'intervenais sur des radios clandestines. Mon père, lui, il écoutait. Ma mère, elle avait trop peur. Elle disait « Baisse le volume, baisse le volume ». À cause des voisins? Oui, à cause des voisins. La police avait ses informateurs. Il était facile d'être dénoncé. Le lendemain, nous retrouvons Sein Wind à quelques heures de son tout premier bouclage. Mizima fut pendant 15 ans l'un des principaux sites internet de la dissidence, depuis l'étranger. Sein Wind travaille maintenant au lancement de sa première édition papier, conçue, rédigée, publiée à Rangoon même. Je ne donne pas de limite à mon équipe. Pour critiquer, la seule limite, c'est les faits. Tout ce qu'ils écrivent doit être fondé. L'ouverture aux investisseurs étrangers, la corruption, l'absence d'un réel droit du travail, Mizima se veut le poil à gratter de la nouvelle démocratie birmane. Pas encore évident. On rencontre beaucoup de difficultés pour obtenir des informations fiables et surtout pour amener les gens à témoigner. Ils n'osent pas encore nous parler librement de leurs problèmes. Ils ont peur que leur patron ou le gouvernement se venge sur eux. Parmi ces jeunes recrues, certains ont d'abord fait leurs armes dans les médias officiels. Sein Wind veut en faire des journalistes critiques, prêts à défier le pouvoir si besoin. Avant de quitter le pays, quand je vivais encore ici, moi aussi j'avais peur. Je ne me sentais pas libre. Mais en exil, j'ai pu déployer mes ailes. J'ai pris confiance en moi et je me suis senti libre. Ce que je veux, c'est leur transmettre cet espoir-là. Pour l'heure, il a d'autres soucis plus immédiats. Imprimer et diffuser son journal au plus grand nombre, dans un pays encore limité par des infrastructures inadaptées. Il n'a pas le droit à l'erreur. Si le succès n'est pas au rendez-vous, les annonceurs retireront leur argent. Ça a l'air super. Et je suis vraiment heureux de voir mon bébé. Vous savez, ça a toujours été mon rêve. Toute ma vie, j'ai voulu publier un journal. Être mon propre rédacteur en chef. Et là, vous le tenez entre les mains. Oui, c'est un rêve devenu réalité. C'est une nouvelle page pour Mizima et aussi pour la Birmanie. Une nouvelle page tournée à toute vitesse. En octobre 2012, chose impensable il y a peu, le nouveau gouvernement invite les journalistes étrangers, jusque-là interdits de séjour en Birmanie. Un colloque historique organisé par les ennemis de toujours, le ministère de l'Information et la Democratic Voice of Burma. C'est une réunion de famille surnaturelle où l'on retrouve Lala Win, filmant des représentants d'un pouvoir qu'il avait jeté en prison.
Ou encore l'écrivain Hu Winting, infatigable opposant qui passa 19 années derrière les barreaux. Aujourd'hui, à la place d'honneur, pour entendre un ancien de la junte lui asséner une leçon de démocratie. Mesdames et messieurs, la diffusion médiatique est très importante. C'est probablement l'un des instruments essentiels de la social-démocratie. Objectif de la conférence, préparer la nouvelle loi de la presse. Mais c'est surtout un symbole, celui de la réconciliation entre les martyrs de la liberté d'expression et les militaires, qui ont remisé l'uniforme au vestiaire, mais pas tout leur arsenal. Monsieur le ministre, dites-moi, pourquoi le bureau de la censure n'a pas été dissous? Pas encore. On n'a pas fermé le bureau, mais on a aboli la censure. Dans ce cas, pourquoi le bureau de la censure existe-t-il encore? C'est juste pour superviser les mesures de protection. Vous croyez qu'il y a une menace pour la sécurité de l'État? On va s'en occuper. D'un côté comme de l'autre, personne ne semble vouloir raviver les rancœurs, mais simplement passer à autre chose après tant d'années perdues. Moi-même, j'ai connu la presse libre. Quand j'étais encore un jeune journaliste, nous avions la liberté d'expression. C'est pour ça que je n'ai jamais perdu espoir. Et maintenant, la situation change. Et je souhaite bonne chance à la nouvelle génération. La nouvelle génération vit toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sous le motif vague d'atteinte à la sécurité de l'État, les journalistes encourent jusqu'à 7 ans de prison. Et ce n'est pas le seul danger qui guette la presse birmane. Cette liberté de la presse, elle est en train de revivre en Birmanie, c'est incontestable. Mais avec un point noir quand même dans les médias privés, c'est qu'une bonne partie sont détenus par ceux qu'on appelle les cronies, qui sont les enfants de la nomenclatura de la junte. Et au fond, qui risquent de s'approprier une partie du marché privé de l'information. Et ça, c'est dangereux parce que, évidemment, ça entretient un système. Le système change, mais s'entretient avec les mêmes personnes. À moins que les cartes ne soient redistribuées. D'où l'importance de voir émerger une presse indépendante, capable de faire entendre sa voix médiane. Et voilà, la toute première édition de Mizima. Un lancement réussi, comme une seconde chance pour tous les Birmans, 50 ans après le coup d'État, d'écrire enfin l'histoire d'une nation libre. Cette ouverture à la démocratie fait aussi de la Birmanie l'une des destinations favorites pour les touristes du monde entier. 1 million de visiteurs en 2012, plus 30% en un an. Et ces touristes sont tous d'accord sur un point. La Birmanie est l'un des plus beaux pays au monde. C'est aussi un pays très pauvre. Un paradoxe, car la Birmanie regorge de richesses. Regardez. Encadrée par le Bangladesh et l'Inde à l'ouest, la Chine au nord, le Laos et la Thaïlande à l'est, la Birmanie est grande comme la France et la Grèce réunies, avec une population de 60 millions d'habitants. C'est un pays potentiellement riche qui possède de nombreuses ressources agricoles. Son sous-sol recèle du pétrole et du gaz. Il regorge aussi de pierres précieuses comme le rubis, le saphir ou le jade, mais également de métaux rares comme le tungstène, le nickel, l'étain, le plomb ou le cuivre. Pourtant, en Birmanie, la majorité de la population vit avec 2 $ par jour et 1 foyer sur 4 seulement bénéficie de l'électricité.
Une main-d'œuvre qui est encore très bon marché, un pays qui regorge de ressources et des réformes économiques qui sont en cours. Du coup, c'est toute la planète business qui débarque en Birmanie. Alors le monde aurait-il trouvé son nouvel Eldorado? Reportage de Fanny Stenler et Frédéric Basile. Circuler sur les routes birmanes, c'est un peu remonter le temps. Après l'Afghanistan, la Birmanie est le pays le plus pauvre d'Asie. Pourtant, Didier Farez y revient tous les 3 mois. Ce directeur commercial d'Alstom sait qu'il s'agit d'un marché prioritaire pour sa société. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un conseiller du ministre de l'Énergie. Voilà, good to see you again. Happy New Year. Un échange cordial avant de commencer la visite. Les deux hommes se sont donné rendez-vous à la centrale hydraulique de Khun, à 2 heures de route au nord de Rangoon. C'est l'une des plus récentes du pays. Une vitrine pour la Birmanie. Le fonctionnaire birman est fier de montrer que le pays développe ses infrastructures. La priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est l'électricité. Un quart seulement des foyers du pays en bénéficient. Pour Alstom, qui a fourni les turbines et le générateur, c'est l'occasion de montrer qu'il est le fournisseur idéal pour ce nouveau marché. Visiblement, tout fonctionne à merveille. Ah, ça marche bien. Et ils sont en pleine puissance, ils sont satisfaits. Ils ont des questions techniques, mais rien d'anormal, tout marche bien. Le sourire est de rigueur, car ce qui se joue au-delà de cette visite, c'est l'obtention de nouveaux contrats. Pour cela, l'homme d'affaires français travaille son interlocuteur au corps. You know, we have the quality. You need transfer of knowledge to your people for growing, for this country to grow. We can bring that. We will be in competition because we are not alone, but we have here the proof we are able to do it. Tous les arguments sont bons pour se faire valoir, car la concurrence est rude. Les grandes multinationales lorgnent toutes sur le marché birman, où tout reste à faire. Et Alstom entend bien prendre une grosse part du gâteau. Ce qu'on vit, c'est la suite, c'est le potentiel de centrales électriques ici, qui couvrent toutes les technologies, le gaz, le charbon, l'hydroélectricité. Et vous essayez d'être sur tous les marchés ? On sera sur tous les marchés. C'est pas qu'on essaye, on a déjà commencé et on sera sur tous ces marchés. Dans les années qui viennent, les besoins en énergie vont être colossaux. Car la Birmanie, c'est 60 millions d'habitants, presque l'équivalent du marché français. À Rangoon, depuis 1 an, la consommation explose. Les centres commerciaux se multiplient. Celui-ci est le plus grand et le plus récent de la ville. 300 magasins, 15 000 visiteurs par jour. L'argent, il coule à flot. Le marché des télécoms est sans doute l'un des plus dynamiques. L'année dernière, le gouvernement a divisé par 10 le coût des communications. Conséquence, les ventes de téléphones s'envolent. Certains jours, on a vendu jusqu'à 500 téléphones. Les ventes n'arrêtaient pas d'augmenter. Il y avait tellement de demandes que les employés étaient débordés. Parfois, ils n'avaient même pas le temps de déjeuner. L'autre marché en pleine expansion, c'est l'automobile. Le prix des véhicules a longtemps été exorbitant à cause de l'embargo. Posséder une voiture, un rêve désormais accessible, tout du moins pour une partie de la population. Le nouveau visage de la Birmanie a donc tout pour séduire. Il y a encore 2 ans, Ivan n'aurait jamais pensé vivre ici. Son père est à la tête d'une des plus grandes fortunes du pays. Il l'avait envoyé étudier en Angleterre et aux États-Unis, où il pensait faire carrière. Mais les réformes en cours l'ont convaincu que son avenir était peut-être en Birmanie, même si tout n'est pas encore parfait. Il y a encore trop peu d'endroits comme celui-ci à Rangoon. On en a vraiment besoin.
L'empire de la famille Poon, c'est 32 sociétés. Dans le commerce, la finance, l'automobile, l'agriculture, mais le plus spectaculaire aujourd'hui, ce sont les projets immobiliers. Quel est votre nouveau projet ? C'est ici que ça se passe, au centre de Rangoon. C'était l'ancienne gare, là. Nous allons la réaménager en hôtel 5 étoiles et le reste du terrain sera un complexe avec centre commercial, hôtel 4 étoiles et 2 immeubles de bureaux. C'est gigantesque. Oui, c'est énorme. C'est l'un des plus grands projets jamais vus à Rangoon. Ce projet n'aboutira pas avant 2015. En revanche, celui-ci est déjà sorti de terre. Il s'appelle Star City, un chantier colossal. Cet architecte français a travaillé sur les premiers plans. En 2 ans, la demande a été si forte qu'il a fallu les redessiner pour doubler le nombre d'habitations. 9500 appartements devraient donc voir le jour au bord de la Rangoon River. Le prix au mètre carré en moyenne est de $1000. Il y a une certaine proportion de la population qui est assez aisée, définitivement. Ils n'ont pas dépensé l'argent pendant pas mal d'années et maintenant ils ont l'opportunité. Les ventes vont plus vite que la construction. Dans ce showroom, on achète les appartements sur plan. Les premiers acquéreurs sont bien souvent ceux qui ont fait des affaires ou ceux qui ont tenu les rênes du pouvoir ces dernières années. C'est le cas de cette femme dont le mari est haut fonctionnaire. Pour sa retraite, le couple achète un appartement, un duplex de 110 mètres carrés d'une valeur de $120 000. C'est cher? Non, pas tellement. Pas tellement. Quand mon mari sera à la retraite, on viendra vivre ici. Vous trouvez cela joli ici? Oui, j'aime beaucoup. C'est un endroit très beau. Il y a la mer et la vue est magnifique. En Birmanie, beaucoup de bâtiments nécessitent un bon ravalement, au minimum, quand il ne s'agit pas de tout reconstruire. Alors les chantiers fleurissent dans tout le pays. Une aubaine pour les grands cabinets d'architectes qui envoient leurs hommes en éclaireur. Spécialiste des marchés émergents, Marc Petrovic est soufflé par ce qu'il y a à faire ici. Aujourd'hui, oui, c'est le plus grand potentiel dans la région. Venant, moi, actuellement du Vietnam, où l'activité s'est ralentie, quand on compare à d'autres pays, la Malaisie, la Chine, l'Indonésie, c'est le pays qui représente le plus de potentiel. Pour signer des gros contrats, il faut impérativement passer par la ville de Naypyidaw, la capitale du pays. Créée par la volonté de la junte militaire en 2005, elle symbolise la folie des grandeurs d'un pouvoir totalitaire. La rue qui mène au Parlement fait 20 voies de large. Tous les ministères sont regroupés au même endroit. C'est là que se négocient les grands marchés d'État. À l'intérieur, règne une atmosphère glaciale. Pourtant, ici, tout le monde a le sourire. Comme le ministre du Développement économique, très confiant en l'avenir. On ne voit pas encore les effets de ce boom économique. C'est juste un début. Mais on s'attend à vivre un âge d'or et une époque de très forte croissance dans un futur très très proche. Des paroles qui résonnent à quelques blocs de là, dans le quartier des hôtels, où les hommes d'affaires passent leur journée à attendre un entretien au ministère. Nous y retrouvons Didier Farès d'Alstom. Il ne connaît pas encore l'heure de son entretien au ministère. Rien de surprenant, c'est l'usage ici. Mais pour tous, le temps rime avec argent. Chacun rentabilise donc ses heures d'attente en nouant des contacts, en traquant la moindre information sur son business. Pour faire des affaires, il faut s'armer de patience. Quand on vient par la route, c'est 4 heures, donc une demi-journée au minimum, pour aller, pour revenir. Les avions sont très irréguliers, donc on ne peut pas compter dessus. Et chaque visite au ministère doit être anticipée. On doit envoyer une lettre une semaine à l'avance et on attend la réponse à la
la dernière minute et on a une réunion à la fois. Donc on peut faire à chaque fois à peu près une réunion, voire deux si on reste 2 jours, mais c'est assez compliqué. Au final, le rendez-vous est annulé. Ce n'est pas grave, il reviendra comme les autres, car le potentiel du pays est phénoménal. Le sous-sol birman regorge de ressources naturelles. Des pierres précieuses, comme le jade et le rubis, mais aussi du gaz et du pétrole. Et en surface, ce n'est pas mal non plus. La terre est incroyablement fertile. Le pays a été le premier exportateur mondial de riz durant l'entre-deux-guerres. Il n'y a pas de raison qu'un jour, avec la mécanisation et les investissements, le pays ne retrouve pas les premières places. La Birmanie est aussi célèbre pour le teck. Ses réserves de bois précieux ont toujours été une source de revenus pour le pouvoir. Elles aiguisent les appétits des négociants du monde entier. Cela fait 4 ans que ce patron de PME français n'était pas revenu à Rangoon. Il est ici pour acheter du teck. À l'époque, son partenaire birman lui envoyait un chauffeur à l'aéroport. Aujourd'hui, personne ne l'attend. Bon, c'est pas bien parti, mais bon, on va essayer quand même, on va essayer de les trouver. Yangon n'est pas très grand. Voilà. C'est l'aventure. Hein. Ces dernières années, David Jaffe a dû interrompre ses activités à cause de l'embargo. Les sanctions économiques imposées à la junte militaire devaient contraindre le pouvoir birman à évoluer. En avril dernier, ces sanctions ont été suspendues. Après 4 ans d'absence, le patron de PME retrouve donc l'un de ses principaux fournisseurs. En visitant l'usine, le Français se rend compte que l'activité a beaucoup baissé. Tout de suite, j'ai besoin de passer une commande parce que j'ai besoin de stock. Et je suis pas sûr qu'ils puissent me le faire tout de suite, de ce que je vois. Si, je peux le faire. On va en parler après. Avec l'embargo sur le bois, ce patron a perdu ses clients européens et américains. Du coup, il a dû diviser par 4 son nombre d'ouvriers. Les sanctions économiques ont fait beaucoup de mal à certaines entreprises. Mais politiquement, la stratégie a été payante. L'embargo a fait du mal à notre entreprise. Mais il a aussi permis à notre pays d'évoluer. Nous, on ne pouvait pas forcer le gouvernement à changer. Pourtant, il fallait bien que ça bouge. Vous parlez de politique? Oui, et c'est uniquement grâce à cet embargo que le gouvernement a fini par évoluer. Il n'avait pas le choix. L'avenir de la Birmanie semble prometteur, mais cette amélioration est encore loin de concerner tout le monde. Ce quartier populaire dans la banlieue de Rangoon est à l'image du pays. Un tiers des habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette vendeuse de rue, mère de 5 enfants, vit avec 3,50 $ par jour. Le boom économique ne semble pas près de faire évoluer son quotidien. La vie n'a pas changé pour moi. Peut-être parce que je n'ai pas de chance. Avant, j'étais pauvre, j'empruntais de l'argent pour vivre. Aujourd'hui, c'est pareil. Heureusement, mes enfants sont là pour m'aider. Les richesses non partagées posent la question de la redistribution. Selon un rapport de Transparency International, la Birmanie est le 3e pays le plus corrompu au monde. Luc Deveg a une société de conseil à Rangoon. Il est chargé d'aider les grandes entreprises occidentales à s'implanter ici. Il connaît la Birmanie depuis 19 ans et ne se voile pas la face. La corruption, elle existe, mais pas au niveau annoncé par ce fameux rapport dont vous parlez. Maintenant, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que au top du gouvernement, donc l'équipe dirigeante, il n'y a plus de corruption. Mais entre le top et le reste, eh bien, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises ces 50 dernières années, mais ça fait partie du plan du gouvernement de se battre contre la corruption. Une loi anticorruption est en préparation. Il est indéniable que l'ouverture politique profite à l'économie du pays. Avec 6% de croissance en 2012, peut-être beaucoup plus dans les années qui viennent, l'avenir s'annonce radieux.
Mais une question tourne dans toutes les têtes. À qui profitera vraiment cette envolée économique ? Nous avons rendez-vous avec l'homme qui a initié cette ouverture à la démocratie. Il vit dans la capitale politique du pays, Naypyidaw. Un palais flambant neuf et un protocole réglé au millimètre. L'homme est important et sa parole est rare. Voici pour son premier entretien avec une télévision française le président birman Thein Sein. Il y a encore 2 ans à peine, il était général, l'une des pièces maîtresses de l'un des régimes les plus répressifs au monde. Monsieur le Président, vous êtes assez fréquemment comparé à M. Gorbatchev. Est-ce que c'est quelque chose qui vous amuse ou est-ce que ça vous agace? Non, je ne ressemble pas à M. Gorbatchev. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que veut le peuple. Mikhail Gorbatchev, lui, a fait ce qu'il pensait être bon. Moi, je fais ce que le peuple pense bon. La différence entre lui et moi, c'est que je fais les réformes voulues par le peuple. La comparaison entre Gorbatchev et moi, je la vois essentiellement comme un avertissement. Car les réformes de Gorbatchev ont causé l'écroulement de l'Union soviétique. Mais moi, je ne suis pas comme lui. L'homme qui nous parle aujourd'hui de démocratie a pendant des années réprimé par la force toute forme de contestation. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce qui s'est passé dans les années de la dictature? De notre point de vue, nous avons agi pour le bénéfice du peuple. L'opposition peut penser que nous avons mal agi, mais à notre avis, c'était pour le bien de la population. Donc c'était une bonne politique. Personne ne peut dire qui a eu raison ou qui a eu tort. Mais est-ce que c'est pour le bien du peuple que vous avez envoyé des gens en prison pour leurs opinions? Dans tous les pays du monde, on fait la même chose pour garantir la stabilité et ne pas avoir de désordre ou d'émeutes. Cette politique n'avait pas pour but de faire du mal à qui que ce soit. C'était pour garantir la stabilité de l'ordre public. Mais les temps changent. Symbole de la transition en cours, désormais le président Thein Sein n'hésite pas à recevoir dans son palais celle qu'il a si longtemps maintenue en détention. Nous vous voyons aujourd'hui avec Aung San Suu Kyi, côte à côte, parler de politique, de l'avenir du pays. Quelles sont vos relations? Comme de vieux ennemis? En politique, chacun a son point de vue. Il y a toujours des accords et des désaccords. Nous avons tous les deux compris cela. Et nous l'acceptons. Nous allons mettre en œuvre ensemble, en bonne collaboration, tous les points sur lesquels nous sommes d'accord. Sur les points de divergence, nous devons avoir de la patience et négocier pour finalement arriver à un résultat. Comme vous le savez, Aung San Suu Kyi et son parti participent au travail politique dans l'Assemblée. Tout ce sur quoi nous sommes d'accord et qui est bénéfique au pays, nous sommes en train de le réaliser. Alors bien sûr, il y a toujours des détails sur lesquels nous divergeons, mais c'est inévitable.
Monsieur le Président, vous vous référez souvent à la volonté du peuple. Mais quant au Parlement, 25% des sièges sont toujours réservés aux militaires. Peut-on parler de la volonté du peuple? Ce que vous avez dit est exact. Le quart des sièges est réservé aux militaires dans notre Assemblée. Mais compte tenu de notre histoire nationale, il n'est pas possible de se passer de l'armée. Chaque fois que le pays a été dans une passe difficile, l'armée est intervenue pour surmonter ces difficultés. C'est pourquoi dans les affaires nationales, on ne peut écarter l'armée. Mais petit à petit, en fonction de la volonté populaire, nous faisons des réformes. Vous avez appartenu au régime militaire, vous êtes aujourd'hui un président civil. Vous comprenez les interrogations de la communauté internationale? Nous sommes en train de faire le processus de démocratisation parce que c'est la volonté populaire. Pour continuer les réformes, nous avons encore besoin du peuple. La transformation est déjà bien avancée. Comme c'est un bon système, bénéfique pour le peuple, nous n'avons pas de raison de revenir en arrière. Si vous vous aventurez jusqu'à Mandalay, vous ne pourrez pas la rater. La pagode Mahamuni qui abrite un immense Bouddha de 4 mètres de haut. Il est recouvert de 12 tonnes d'or. Des feuilles extrêmement fines que des milliers de fidèles viennent déposer là comme une offrande, en espérant qu'elle leur apportera la chance et la prospérité. 9 Birmans sur 10 se réclament du bouddhisme. On n'imagine pas à quel point la religion imprègne ici l'ensemble de la société. Il faut dire que les moines ne jouent pas seulement un rôle spirituel, ils sont aussi très présents sur le terrain social et politique. Le pouvoir des moines, c'est un reportage signé Sophie Ancel et Thomas Dandois. Chaque matin, depuis 2 semaines, les habitants du lac Inle, au centre de la Birmanie, se donnent rendez-vous sur l'eau. Pour marquer la fin de la saison des pluies, les pêcheurs ont revêtu leurs costumes traditionnels. Ils ouvrent la voie au Karawek, un bateau sacré. À son bord, des moines bouddhistes suivis par des centaines de fidèles. Les villages alentours sont quasiment vides. Tout le monde s'est rassemblé à la pagode principale, le lieu le plus sacré pour les bouddhistes. Parmi la foule, en prière, il y a Colin, un fermier de 43 ans et un fidèle qui ne manque jamais une fête religieuse. C'est très important pour nous cette cérémonie. Tous les villages, toutes les familles se rassemblent à la pagode. On prie Bouddha pour rester en bonne santé, faire une bonne récolte et que les affaires marchent bien. Et vous savez quoi? Ça marche. Lorsque le bateau sacré est à quai, toute l'attention du public se concentre sur ces étranges sphères dorées. Colin et les autres villageois les installent avec respect au cœur de la pagode. Puis, ils les recouvrent de centaines de feuilles d'or en guise d'offrande. Ce que vous voyez, ce sont des statues de Bouddha. Elles étaient petites avant. Ça fait tellement d'années qu'on les recouvre de feuilles d'or et maintenant elles sont comme ça. À chaque pleine lune, les fêtes religieuses mettent à l'honneur les moines.
Les villageois défilent devant eux pour demander leur bénédiction. Ils leur font des offrandes. Plus que n'importe où ailleurs en Asie, les moines sont le ciment de la société. Au milieu du lac Inle, voici le monastère Shwe Inta. Régulièrement, Colin, le fermier, vient y rendre hommage aux moines. Il leur apporte parfois de la nourriture. Il vient aussi leur confier ses problèmes. En retour, il attend les conseils du sage Kalawi, qui lui sert de guide spirituel et à l'occasion d'intermédiaire avec les autorités de la région. Lorsqu'il y a un problème, on va d'abord voir le chef de son quartier. Et si ce n'est pas résolu, alors on va voir le chef du village. Mais lorsque le chef du village n'arrive pas non plus à régler le problème, alors ils viennent nous voir, nous. Et à ce moment-là, nous entrons en jeu pour essayer de trouver la bonne solution. Les moines ont un rôle très important pour nous. Ils aident le peuple. Ils peuvent nous donner des conseils sur tout. Ils savent nous remettre sur le droit chemin si l'on s'en écarte. Ils nous aident à vivre en harmonie avec la société. Ces dernières années, en Birmanie, l'influence des moines n'a cessé de s'étendre. Le pays compte aujourd'hui plus de 500 000 religieux. Ils sont aussi nombreux que les militaires. Dans la religion bouddhiste, tout le monde peut devenir moine, à n'importe quel âge, pour toute la vie ou juste pour quelques jours. Il représente un contre-pouvoir incontournable. Sous la dictature, il palliait les insuffisances d'un gouvernement qui a abandonné son peuple. La junte militaire a consacré pendant 50 ans moins d'1% du budget de l'État à l'éducation. Depuis, les religieux ont transformé leur salle de prière en salle de classe. Dans ce monastère de la banlieue de Rangoon, les élèves du quartier côtoient les apprentis moines tous les jours. Allez, on y va, on entre. Ils sont plus de 1000 enfants à profiter de ces cours qui vont du primaire au collège. Repas, cahiers, stylos, tout est pris en charge par les moines. Dans les écoles publiques, on demande aux parents des petites sommes, 4 à 5 fois par mois. Donc c'est difficile pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ici, le monastère ne demande pas d'argent et nos enseignants non plus n'ont pas le droit d'en demander. Est-ce que je peux vous laisser ma fille? Aucun problème, ça va. Va te mettre en rang là-bas. Dans les écoles publiques, on ne s'occupe pas bien de nos enfants. Ici, l'enseignement est de bonne qualité, les professeurs sont attentionnés. Et en plus, on ne voit pas les différences entre les enfants riches et les pauvres. Dans les écoles monastiques, les journées commencent toutes par une longue prière, suivie de chants bouddhistes. Mais les professeurs n'enseignent pas que la religion ici. Il y a aussi des mathématiques, de l'alphabétisation, de l'histoire, et il y a même des cours d'anglais. Sans ce monastère, la plupart de ces enfants n'auraient jamais été scolarisés. Mais ces efforts sont insuffisants. Il reste encore des centaines d'enfants à accueillir dans le quartier. Alors, les moines agrandissent leur école. Enlevez les briques cassées, là. Le chantier est financé par une ONG japonaise. On doit construire un bâtiment de 3 étages. Pour le moment, les ouvriers et les architectes ne sont pas encore arrivés, donc ce sont les jeunes moines du monastère qui font le travail. Ils démolissent l'ancien bâtiment en attendant.
Ouvriers, professeurs ou conseillers, les moines birmans peuvent aussi à l'occasion devenir les porte-parole d'un peuple en colère. En 2007, la révolution safran embrase le pays. À la tête de la contestation, des centaines de milliers de moines bravent le pouvoir. Ils dénoncent l'oppression et la corruption qui ont plongé le peuple dans la misère. L'armée intervient et commet alors l'impensable. Des dizaines de moines sont massacrés. Des milliers d'autres sont raflés et jetés en prison. Ils y resteront des années. Le monastère Majin fut un des foyers de la révolte. Il a rouvert ses portes il y a quelques mois, après la libération de son chef, le moine Ndaka. Le bonze a passé 4 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, il continue à éveiller les consciences des novices car il est convaincu que personne n'est mieux placé que les moines pour faire entendre la voix du peuple. Quand les gens sont opprimés par la dictature, ils n'osent pas se lever pour contester à cause de tout ce qu'ils ont à perdre. Leur famille, leur maison, leurs biens. Mais nous, les moines, comme nous ne possédons rien, nous n'avons rien à perdre. C'est pour cette raison que nous sommes des porte-parole. Nous pouvons faire connaître aux autorités la colère et les mécontentements du peuple. Ces agitateurs, comme Ndaka, le gouvernement tente de les contrôler depuis longtemps. En 1981, le gouvernement militaire a créé le Sangha Mahanayaka, une autorité religieuse suprême composée de moines dociles censés contrôler leur ordre. Nous avons tenté de les rencontrer. Fin de non-recevoir. Ndaka, comme la plupart des moines birmans, ne reconnaît pas l'autorité de ce conseil. Je pense que leur jugement est mauvais. Ils sont trop proches des autorités. Ils sont supposés juger librement, mais moi je trouve qu'ils font systématiquement ce que veut le gouvernement. Ils font ce qu'on leur demande. Les moines ont une telle influence sur le peuple que leur appui est devenu fondamental sur la scène politique. Pouvoir et opposition se disputent aujourd'hui leur soutien. Et dans les années à venir, la nouvelle Birmanie aura, d'une manière ou d'une autre, comme une couleur safran. Mais toute la Birmanie n'est pas bouddhiste. Un homme a payé de sa vie pour avoir tenté d'unifier les 137 ethnies qui composent le pays. Le général Aung San, le père d'Aung San Suu Kyi. Il avait convaincu les minorités ethniques de se rassembler sous un État fédéral. Symbole de l'union du pays, il sera assassiné avant que son projet ait pu voir le jour. Les 2/3 de la population birmane sont des Bamars, l'ethnie majoritaire au pouvoir qui a donné son nom au pays. Le reste est issu de minorités avec des langues et des religions diverses. Une véritable nation mosaïque, même si depuis l'indépendance, les Bamars concentrent tous les pouvoirs entre leurs mains, provoquant ainsi des soulèvements réguliers de ces groupes ethniques. Plusieurs de ces minorités ont fini par trouver un accord avec le nouveau pouvoir en place. Mais pour d'autres, la guerre continue. C'est le cas de la communauté Kachin, une ethnie chrétienne qui vit dans le nord du pays. L'une de nos équipes a pu suivre ces combattants, l'une des plus anciennes guérillas au monde. Reportage de Séverine Bardon. Les colons britanniques avaient baptisé cette région l'Enfer vert. Il faut franchir clandestinement la frontière chinoise, suivre des pistes chaotiques au plus profond de la jungle pour y rencontrer l'une des plus anciennes guérillas au monde. Dans les montagnes du nord de la Birmanie,
Les soldats de l'armée pour l'indépendance Kachin mènent depuis plus de 50 ans une guerre à huis clos contre le gouvernement birman. Sur la ligne de front, les 2 repas quotidiens commencent toujours par une prière. Chrétiens, dans une Birmanie bouddhiste, les Kachin ont fait de leur foi l'une des causes de leur lutte. La religion est indissociable de leur combat. Si Dieu ne nous protégeait pas, nous n'arriverions à rien faire. Rien. Nos armes ne sont pas terribles, mais notre arme la plus redoutable, c'est Dieu. Pour obtenir la formation d'un gouvernement autonome qui leur avait été promis en 1947, les Kachin se sont lancés dans une interminable guerre de position. La jungle est aujourd'hui percée de tranchées. Comme à Verdun, les frères ennemis se font face, à portée de voix. Tout au long de la route, là-bas, on voit les premières lignes birmanes. Sur les collines en face. Parfois, on parle aux soldats birmans par talkie-walkie. On entend ce qu'ils disent, et eux aussi, ils nous entendent. Certains jours, on se parle, certains jours, on se tire dessus. Dans cette drôle de guerre, les combats sont sporadiques. Mais en première ligne, la tension est permanente. Là, on est en train de construire un bunker pour se protéger de l'artillerie. Ils nous bombardent souvent, ils utilisent l'artillerie, boum, boum, boum. Et nous, on ne peut pas rester à découvert. Alors on se cache ici, et ils en profitent pour prendre la colline d'assaut. Régulièrement, ces postes se trouvent en effet sous le feu nourri de l'armée birmane. Pilonnés par l'artillerie, les soldats Kachin, filmés ici par un journaliste local, ont dû se terrer dans leurs tranchées. Impossible de riposter. Hier, ils nous ont bombardés toute la journée, de 9h du matin jusqu'au coucher du soleil. Après, ils se sont éloignés. Aujourd'hui aussi, ils ont beaucoup tiré. Je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Les hommes de la KIA doivent se contenter d'armes de fabrication locale, de bâtons de dynamite et de mines artisanales stockées à même les tranchées. La moindre roquette pourrait tout faire exploser. Au cours de cette attaque, ce jeune homme est mort en voulant mettre à l'abri les rations alimentaires de son unité. Cet officier, le cou transpercé par une balle birmane, restera paralysé à vie. Depuis la reprise du conflit, les Kachin auraient perdu quelques centaines d'hommes. Ils prétendent avoir tué plusieurs milliers de soldats birmans. Les Kachin ont pris les armes pour préserver leur culture et leur religion qu'ils pensent menacées par la majorité bouddhiste de Birmanie. C'est cette conviction qui permet aux 20 000 hommes de la KIA d'endurer les années de stress, coupés du monde dans leur camp retranché au cœur de la forêt. Le soir, les feux qui réchauffent les cabanes sont propices aux confidences. Si tu es Kachin, tu es un citoyen de seconde zone. En Birmanie, tu n'accéderas à aucun poste à responsabilité. Dans le moindre formulaire administratif, tu dois indiquer que tu es Kachin et chrétien. Du coup, à cause de ça, toutes les portes se ferment. C'est tellement dur pour nous. Nos droits ne sont pas respectés. Moi, quand j'allais à l'université, je devais passer par des checkpoints birmans. Et dès qu'ils réalisaient que j'étais Kachin, les Birmans me fouillaient intégralement. Si tu viens des territoires Kachin, tu es tout le temps fouillé et interrogé. C'est de la discrimination.
Mais ce conflit oublié ne se livre plus seulement au nom de l'égalité des droits. Après 17 ans de cessez-le-feu, les combats ont repris en juin 2011, quand l'armée birmane a tenté de prendre le contrôle de certaines zones stratégiques. Barrages hydroélectriques, bois précieux et surtout mines de jade, d'or et de terres rares, les richesses de la terre kachin suscitent les convoitises. Pour protéger leur territoire, les jeunes Kachin, comme Tangun, ont décidé de reprendre les armes. Quand j'étais petit, jamais je n'aurais imaginé devenir soldat. Jamais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Parce que notre vie est trop misérable. Notre situation est devenue déplorable. C'est comme ça. On doit tenir le coup. Nichée au cœur des montagnes, Lhesa est la capitale de l'État Kachin. Cette petite ville sur la frontière chinoise abrite aujourd'hui le quartier général de la KIA. Cela n'a pas toujours été le cas. Le colonel Maran Zoton ne cache pas les difficultés rencontrées par ses troupes. Depuis la reprise des combats, nous avons perdu du terrain, notamment dans cette région-là. Et nous sommes obligés de déplacer notre quartier général d'un poste à l'autre. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à le maintenir sur une position fixe. Le colonel reconnaît que ces hommes sont moins équipés et moins nombreux que les soldats birmans, mais leur mental est à toute épreuve. Nous gardons toujours à l'esprit que nous ne pouvons pas abandonner notre terre et notre peuple. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est ça qui nous rend plus forts. Les Kachin savent pourquoi ils se battent. Côté birman, c'est moins évident. Dans la prison militaire de Lhesa, la KIA garde au secret une poignée de soldats ennemis. Ces adolescents au regard perdu racontent l'autre visage de cette guerre, un visage rarement dévoilé. Tarnke a été recruté de force à l'âge de 15 ans. Je ne sais pas pourquoi je me battais. Notre capitaine ne nous l'a jamais dit. Quand on lui posait la question, il nous ignorait. Il ne nous a jamais répondu. Ces jeunes hommes ont tous vécu la même expérience. Mauvais traitement, manque de nourriture. Tous ont été envoyés en première ligne. Certains y ont été blessés. Nangto, 20 ans, dont 4 dans l'armée birmane, a choisi de s'enfuir. J'avais peur de déserter, mais je ne supportais plus d'être dans l'armée. Alors j'ai décidé de m'enfuir, quoi qu'il puisse m'arriver. J'ai trouvé des soldats de la KIA et je leur ai demandé de m'aider. Alors ils m'ont amené ici. Détenus depuis 8 mois déjà, ces hommes ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Ils attendent l'intervention d'une organisation internationale, mais ni la Birmanie ni la Chine n'autorisent l'accès au territoire Kachin. Dans ce contexte d'isolement extrême, une crise humanitaire se déroule à l'abri des regards. Depuis la reprise des combats, près de 75 000 civils ont fui leur village. Aujourd'hui, ils ont trouvé refuge dans des camps gérés par l'organisation politique de la minorité Kachin. Sans le soutien des associations locales et des autorités Kachin, jamais nous n'arriverions à nourrir tout le monde. Pour l'instant, nous distribuons l'équivalent de 2 canettes de riz par jour et par personne. Ce camp abrite plus de 1600 personnes. Avec les moyens du bord, son directeur tente de subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires des réfugiés. Les plus jeunes enfants toussent beaucoup. Certains toussent tellement qu'ils en vomissent.
Je pense qu'il y en a au moins 70% qui sont malades et ça va se propager. Est-ce que vous pouvez les soigner? Vous avez assez de médicaments pour eux? Depuis plus d'1 an, et malgré les demandes répétées des Nations Unies, aucun convoi humanitaire étranger n'a pu accéder au territoire Kachin. Tiang Malujan et ses 8 enfants ont quitté leur village à l'approche des troupes birmanes. Après avoir trouvé refuge quelques mois en Chine, puis vécu dans des abris de fortune dans les montagnes Kachin, la famille a fini par rejoindre ce camp. J'en ai marre de manger des feuilles de moutarde. Je ne suis pas rassurée ici. Nous n'avons pas suffisamment pour vivre. Je n'arrive pas à nourrir les enfants correctement. Nous faisons ce que nous pouvons pour partager la nourriture. Dans notre village, nous avions plein de légumes, nous avions des poulets et des cochons. Là-bas, au moins, les enfants pouvaient manger de la viande. Si cette mère de famille a choisi ce camp, c'est surtout pour scolariser ses enfants. Son fils a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie, mais il a pu au moins reprendre le chemin de l'école. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici. J'en avais bien plus dans mon village. Là-bas, j'étais heureux, mais pas ici. Dans les bâtiments construits à la hâte, les classes sont surchargées. Les répétitions des cours d'anglais déborde même sur les leçons de maths voisines. En quelques mois, l'école est passée de 70 à 600 élèves. Tous sont éduqués en birman, en kachin et en anglais. Pour la directrice de l'établissement, le rôle de l'école est aussi de former les futures générations de patriotes. Dans les manuels scolaires birmans, ils ne parlent pas de notre histoire. Et quand ils le font, ils racontent n'importe quoi. Du coup, nous n'avons pas vraiment de manuel d'histoire. Mais nous apprenons à nos élèves qu'ils doivent protéger notre terre, notre culture et notre ethnie. En territoire kachin, la propagande patriotique n'est jamais bien loin. Même le cinéma itinérant, seule distraction du camp une fois par mois, vante les mérites de l'armée kachin. Mais Nobok, lui, a d'autres ambitions. Moi, je préfère les films sur les animaux et l'environnement. Quand je serai grand, je voudrais tout apprendre, étudier le chinois et l'anglais. L'adolescent rêve d'aller à l'université et de travailler un jour pour la protection de l'environnement. Mais il faudrait, pour que son rêve se réalise, que l'impasse kachin trouve enfin une issue politique. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Thein Sein, les négociations ont repris entre Birmans et Kachin. Sumnutgam est le chef de la délégation kachin. Il a le sentiment que ses revendications commencent à être entendues. Nous voulons parler du fédéralisme et obtenir un gouvernement local pour le peuple kachin. Nous l'avons demandé encore et encore. Mais ce n'est que lors des dernières discussions que le gouvernement birman a accepté pour la première fois d'aborder ces questions. L'arrivée d'un gouvernement civil en Birmanie est peut-être un signe d'espoir. Si l'on n'accorde pas le fédéralisme aux groupes ethniques comme les Kachin, la Birmanie ne sera jamais en paix. Le gouvernement birman commence à en avoir conscience et il accepte enfin de réfléchir à ces questions. C'est l'un des grands changements de cette nouvelle période politique. Mais les négociations progressent lentement et la méfiance reste d'actualité, surtout chez les jeunes Kachin. Depuis la reprise des combats,
Les écoles de formation de la KIA tournent à plein régime. Ces 400 nouvelles recrues viennent de terminer leurs 2 mois d'entraînement. Le lendemain, elles seront déployées sur les lignes de front. Tant qu'il n'y aura pas de solution politique, et malgré l'absence de soutien international, la guérilla Kachin ne sera pas prête à rendre les armes. Comment un président qui affiche sa volonté de démocratie peut-il justifier la poursuite de ses opérations militaires? Car depuis le tournage de notre reportage, les combats se sont intensifiés entre les Kachin et l'armée birmane, qui assiège désormais le quartier général des rebelles. Vous demandez un cessez-le-feu, mais récemment, votre armée a bombardé la région. Alors, est-ce que l'armée vous écoute? Le chef de l'armée est nommé par le président. L'armée doit obéissance au président. En l'occurrence, nous avons ordonné l'arrêt des combats. Mais l'autre côté n'a pas fait de même, n'a pas observé le cessez-le-feu. Vous pouvez réfléchir par vous-même. Quand nous sommes attaqués, nous sommes obligés de nous battre aussi. C'est de la légitime défense. Mais est-ce que vous leur reconnaissez le droit de vivre avec leur culture, d'exploiter les ressources de leur sol? La constitution de notre pays donne clairement aux minorités ethniques un droit. Le droit de préserver leurs traditions, le droit de préserver leur culture, s'ils le désirent. Mais s'il y a une guerre, la Constitution ne peut pas être appliquée. Puisque c'est clairement défini dans la Constitution, tout le monde doit s'appliquer à mettre en œuvre ces droits. Un autre foyer de tension secoue l'ouest du pays. Les Rohingyas, une minorité musulmane de 800 000 personnes, est régulièrement attaquée. Selon les Nations Unies, c'est l'ethnie la plus persécutée au monde. Même certains moines bouddhistes ne leur reconnaissent aucun droit. Et sur cette question, le silence d'Aung San Suu Kyi est assourdissant. Comment voyez-vous votre pays dans les 10 ou 20 prochaines années? Un pays qui sera divisé entre plusieurs communautés qui sont séparées du reste de la nation, ou bien voulez-vous construire un pays unifié? Nous avons 7 États qui ont la volonté de rester unis dans notre pays, la République du Myanmar. Ils n'ont pas l'intention de se séparer. Tous les citoyens ont la volonté d'être unis dans ce pays, de défendre l'intérêt du pays dans sa globalité et de ne pas sacrifier notre souveraineté. Ma dernière question, Monsieur le Président, cela va peut-être vous faire sourire. Nous savons que de très nombreux Birmans se passionnent pour l'astrologie. Est-ce que l'astrologie vous intéresse? Oui. Moi-même, je ne connais pas bien l'astrologie, mais dans ce pays, il y a des gens qui s'y connaissent bien. De temps en temps, on me fait des recommandations qui tiennent compte des calculs et des prévisions astrologiques. Et dans ce cas, j'y réfléchis attentivement. Vous-même, si vous connaissez bien l'astrologie, et si vous avez des conseils à me donner pour les affaires nationales ou internationales, je vais vous écouter volontiers. Vous venez de l'entendre, le président Thein Sein n'hésite pas à faire référence à l'astrologie. Il faut dire que la Birmanie est le seul pays au monde où l'astrologie est présente aussi bien dans les petits soucis de la vie quotidienne que lorsqu'il faut prendre des décisions
au plus haut sommet de l'État. Reportage de Sophie Ancel et Thomas Dantois. Au pied du fameux rocher d'or, dans les monts de Chachio, des dizaines de milliers de visiteurs se retrouvent chaque année. Des touristes et des pèlerins bouddhistes. Mais ce rocher en équilibre au sommet de la montagne est aussi entouré de légendes. C'est le rendez-vous des médiums et des sorciers en tout genre. Le long des escaliers, des centaines de petits marchands proposent aux passants leurs recettes miracles. Des crânes de singes, comme amulettes, ou des pattes d'ours brun pour se protéger du mauvais sort, ou bien même encore du jus de boyaux de serpent en guise de médecine traditionnelle. C'est un remède qui sert à soigner les œdèmes et les douleurs musculaires. Si votre maison est maudite, vous plantez ce petit morceau de bois dans un mur et ça vous protège du mauvais sort. Ce genre de croyance est loin d'être une exception en Birmanie. Du paysan au cadre supérieur, quasiment tout le monde y croit. Les devins ont influencé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Cela paraît impensable, mais même le général Than Shwe, l'un des dictateurs birmans les plus cruels, était le premier à suivre à la lettre leurs recommandations, y compris les plus farfelues. Lamine est journaliste. Son travail l'a amené à bien connaître le monde du pouvoir. Ici, dans le Saint des Saints birman, à la pagode Shwedagon, il nous emmène voir une statue de Bouddha un peu particulière qui a été érigée à la demande d'un des conseillers occultes du tyran. Si vous regardez bien cette statue qui date de 1999, vous verrez que le visage ressemble beaucoup à celui du général Than Shwe, l'ancien dictateur. Encore aujourd'hui, la supercherie trompe la plupart des fidèles qui viennent prier ici. Regardez le visage de la statue, vous ne trouvez pas que ça ressemble à celui du général Than Shwe? Ouais, ça ressemble un peu. C'était une ruse. Quand il y avait des visiteurs, des diplomates des Nations Unies qui venaient pour rencontrer le général Than Shwe, ils les faisaient venir ici devant cette statue pour se prosterner. C'était censé lui donner un ascendant sur eux, pour les influencer. La pratique qui a le plus d'impact sur le pays, c'est l'astrologie. À Rangoon, des centaines de cabinets d'astrologues prédisent votre avenir professionnel, personnel ou bien même conjugal. Les tarifs vont d'une poignée de centimes à plusieurs centaines d'euros la séance. Avec son œil de verre et sa voix cassée, Maître Zanzanibo est la star incontournable. Pendant les semaines à venir, vous devrez porter votre couleur porte-bonheur, le gris foncé ou le noir. 2 fois par jour, il fait des prédictions à la télévision, dans les journaux ou encore à la radio. Dans son taxi, Shell ne rate jamais ses émissions. Cet opposant politique a été emprisonné pendant 14 ans. 14 ans sans contact avec sa famille. Si ses proches ont gardé espoir, c'est grâce à l'astrologie. Quand j'étais en prison, mes parents ont consulté pour savoir si la malchance allait continuer ou si j'allais être libéré. Et ces prédictions les ont réconfortés. Ça les a aidés à tenir. Ça sert aussi à ça, un astrologue. Ce jour-là, Shell a rendez-vous chez Maître Zanzanibo. Il est un peu inquiet. Il n'a pas encore renoncé à la politique et voudrait bien savoir s'il risque de retourner en prison. Les consultations commencent toujours de la même façon. Prise d'empreintes, puis relevé précis des dates et heures de naissance. Je fais un précalcul avec tous ces chiffres pour préparer le travail du maître, comme il me l'a enseigné. Entrez, entrez. En ce qui concerne mon travail, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pour les prévisions à court terme, il faut regarder les empreintes de la main droite. Ici, la ligne qui monte vers l'annulaire est la ligne de la réussite. Et celle qui monte vers le majeur est pour la chance.
Elle se présente bien, donc pendant les mois qui viennent, vous allez réussir. Et pour la politique, je veux toujours militer, mais est-ce qu'il y a des risques pour moi? Non, non, je ne vois rien. Pour Zanzanibo, ses calculs sont basés sur un savoir millénaire et n'ont rien de loufoque. D'ailleurs, il aime rappeler que ses prévisions ont fait leurs preuves. Il y a des années, au moment où personne ne croyait en Obama, eh bien moi, en regardant la position des étoiles, j'ai prédit qu'il allait être élu président. Ce n'est pas de la superstition. Nous, les Birmans, nous ne sommes pas des huluberlus, les yeux rivés sur les étoiles, qui font des prédictions au hasard. Non, c'est un vrai savoir, avec une technique précise. Le dimanche suivant, à la pagode du quartier, à 9 h très précises, Shell doit réaliser ce que l'on appelle un yadaya. Il s'agit d'une série d'offrandes à faire à Bouddha pour attirer la chance. C'est Zanzanibo qui a rédigé la liste de courses, une sorte d'ordonnance mystique. Il me faudrait 2 branches de ferréa, 3 de génia et un brin de feuilles de coco, plus une ombrelle. Oui, oui, voilà. Des branchages pour contrer le mauvais sort. Mais les offrandes peuvent avoir de multiples formes, comme des statuettes ou des pierres précieuses. Une fois que vous avez fait l'offrande que vous a prescrit l'astrologue, vous êtes sacrément soulagé. Ça vous libère d'un poids sur la poitrine, et alors tout va bien. En Birmanie, il est difficile d'échapper à l'influence de l'astrologie. Lamine, le journaliste, nous emmène dans un marché de curiosités. Il veut nous montrer ces billets imprimés par le dictateur au pouvoir dans les années 70 sur les conseils d'un astrologue. Les montants étaient tous des multiples de 9, chiffre porte-bonheur du dictateur. Quand vous devez faire vos comptes avec des billets de 50 ou de 100, ça va, c'est facile. Mais quand vous les faites avec des billets de 45 ou de 90, il faut tout le temps faire des calculs compliqués. C'est un vrai casse-tête. Ces vieux billets ne sont plus utilisés. Ce sont des souvenirs pour touristes. Mais d'autres absurdités prêtées à l'influence des astrologues sur les dictateurs continuent aujourd'hui de pourrir le quotidien des Birmans. Avant, les voitures roulaient à gauche. Mais après 1970, le dictateur a fait changer le sens de la circulation à cause de la montée du communisme dans le pays. Comme les communistes sont de gauche, pour contrer leur influence, les astrologues lui ont dit de faire passer la conduite à droite. Vous voyez, c'est dangereux. Les volants sont à droite et on conduit à droite. Et pour doubler, on ne voit rien. Et les astrologues seraient allés encore plus loin. Sur leur conseil, les militaires ont déplacé la capitale pour assurer la survie du régime. En 2008, Naypyidaw, à 300 km de Rangoon, est donc sorti de terre au milieu de la jungle. Une succession de villas, de bâtiments officiels à moitié vides. Un chantier d'au moins plusieurs centaines de millions de dollars quand l'essentiel de la population vit sous le seuil de pauvreté. Jamais l'astrologie n'a autant influencé l'histoire d'un pays. Alors aujourd'hui, que disent les astrologues sur l'avenir des réformes en cours? Sans doute portés par l'élan d'ouverture, ils annoncent un futur plus démocratique. Et Zanzanibo va plus loin que tout le monde. Selon lui, Aung San Suu Kyi accédera en avance à la présidence en juillet 2014. Et parole d'extra-lucide, les rêves de démocratie des Birmans deviendront alors réalité. Un pays si beau, un pays en apparence si calme. Et pourtant, tant de malheurs et de souffrances depuis 50 ans. La dictature, la corruption, la violence ont entraîné ce pays qui avait pourtant tellement d'atouts au bord de l'abîme.
Aujourd'hui, la transition démocratique ouvre un chemin, un espoir. Mais il faudra attendre quelques années encore pour savoir si en Birmanie, la promesse de l'aube conduira à un avenir radieux. Voilà, c'est sur ce site absolument magnifique et plein de sérénité, à l'image d'une Birmanie qui veut croire en sa bonne étoile, que nous concluons ce soir notre émission. Un immense merci à Patrick Boité qui l'a préparé, avec le concours précieux d'Isabelle Ledizès, à Nicolas Maupied qui l'a réalisé avec Jean-Louis Laforêt et Stéphane Morelli. Nous nous retrouverons au mois d'avril. Et d'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay. Can't you hear their paddles chunking from Rangoon to Mandalay? On the road to Mandalay, where the flying fishers play, and the dawn comes up like thunder out of China, across the bay. Dès maintenant, pour plus d'infos et réagir sur le forum, rendez-vous sur france2.fr.